d'habitation. Donc, en fait, l'idée ici, là, c'est de vous montrer encore une fois un inventaire de possibilités. Il y en existe d'autres aussi, mais de tous les modèles là, qui peuvent exister au niveau de la forme d'habitation. Donc, en fait, c'est de l'unifamilial au multilogement. C'est possible, par exemple, dans une maison unifamiliale, de louer 1 à 2 chambres dans la même maison. C'est d'ailleurs encouragé comme une solution simple et rapide là, pour créer un peu de logement. Vous pouvez penser, entre autres, à loger un étudiant à Quaticook. Là, on a les étudiants du CRIFA qui ont beaucoup de misère à se loger. Donc, si, entre autres, là, pour les personnes que leurs enfants ont quitté la maison, ils ont une grande maison, ils ont de l'espace disponible, ben, la première étape vers la densification et le partage d'espace, mais ça peut être de se dire qu'on loue une chambre. En même temps, ça fait un revenu d'appoint, puis ça crée justement des échanges là, avec quelqu'un qui peut être différent de nous. Ensuite, il existe le bigénération ou le logement attenant. Donc, la différence, en fait, c'est qu'un bigénération doit obligatoirement être lié à la famille. Donc, il doit avoir un lien familial entre les deux. Alors qu'un logement attenant, comme un bachelor, ça peut être utilisé plus largement. Fait que souvent, si vous créer un logement attenant, bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir, oui, loger quelqu'un de votre famille, mais aussi plus tard, loger juste de manière là, régulière un logement à même votre maison que vous auriez, par exemple, subdivisé parce qu'elle est très grande. Ensuite, il y a la maison de chambre qui existe, qui est un peu l'équivalent du co-living, c'est-à-dire qu'on loue les chambres, puis les pièces communes sont partagées pour tout le monde. Donc, ce serait la définition urbaine et légale, légalement parlant dans les grilles d'usage du co-living, c'est une maison de chambre. Par contre, vous allez voir que c'est pas toutes les municipalités qui ont une catégorie pour ces maisons-là. Parfois, là, c'est un peu un flou légal. À ce moment-là, vous pouvez appeler l'urbanisme, l'inspecteur municipal, puis il va vous guider à travers ça. Ensuite, au niveau plus divisé, il existe des jumelés. Des jumelés, c'est comme une maison. Là, vous voyez, j'ai une petite cône ici. Je vais vous mettre un beau pointeur laser là-dessus. Donc, un jumelé, en fait, ça a l'air d'une maison de l'extérieur, mais en fait, c'est 2 parties de maison sur 2 lots différents. Donc, ça permet là, d'utiliser moins d'espace sur les terrains. En fait, on regroupe les maisons. On a aussi moins de pertes énergétiques. Donc, qui sont partagés ensemble. Versus ça, il y a les duplex et tous les autres plex qui sont en fait un bâtiment sur un seul lot dans lequel il y a différentes unités. Donc, ça peut être duplex, triplex, quadruplex. Souvent, c'est des petits multilogements qui sont sur un même lot. Ensuite, vous connaissez les multilogements là, à proprement parler qui sont bien plus connus. Il existe aussi les maisons en rangée qui sont ici, qui sont en fait plein de maisons collées les unes sur les autres. Encore là, on peut réduire l'espace. On le connaît bien là, dans les plus grandes villes, mais ça se fait bien dans les petites municipalités aussi. C'est moins cher que des maisons unifamiliales ou que des jumelés. Vous avez quand même l'idée du logement traversant qui est très intéressante là, par rapport à un multi où on n'a pas la connexion à la terre, au sol. Dans une maison en rangée, vous avez une entrée, vous avez un accès à la cour arrière, puis vous avez quand même là, une communauté puis un logement qui est plus accessible. Multilogement ou condominium, là, les deux peuvent être diffusés de la même façon. Ceci dit, tout est possible. Puis la dernière catégorie que je veux bien vous expliquer, c'est les projets intégrés. Ce que c'est un projet intégré, en fait, on imagine un grand lot. Sur un grand lot, c'est possible, quand c'est possible et permis de faire un projet intégré, ça veut dire qu'on peut faire plusieurs constructions, donc plusieurs bâtiments différents sur ce même lot-là. Ça permet une organisation qui est plus d'ensemble que d'avoir le plein de lots divisés. Dans le fond, j'ai pas besoin d'avoir une rue qui va traverser tous ces bâtiments-là. Je peux regrouper mes stationnements. Puis je peux faire des aires justement sur mon terrain là, qui sont communes avec des bâtiments partagés. Donc, projet intégré, c'est vraiment l'idée qu'il y a plusieurs bâtiments, peu importe là, quelle sorte de bâtiment, sur un même lot. Ici, on a un exemple du petit quartier. Je vais vous laisser Guillaume en parler parce que c'est son projet.
Ouais, ben c'est ça. C'est toujours porté par les gens qui, nous, on accompagne. Hein, je suis à la Fédération des coops, mais aussi directeur du GRT, c'est le groupe de ressources techniques. C'est qu'on accompagne tous les groupes au BNL ou coop dans la réalisation de leurs projets. Donc, Valérie est dans l'amorce en amont à réfléchir avec vous. Puis après ça, ben concrètement, pour faire les demandes au programme, pour, tu sais, après la complexité puis tout le projet. Donc ça, c'en est un bel exemple. Ça fait quelques années qu'on travaille sur ce projet-là qui devrait commencer à être construit cette année. On est dans l'est de Sherbrooke. Pour ceux qui connaissent là, la rue du Plessis est juste en bas de ce plan-là. Donc, c'est une petite rue qu'on va compléter municipale et vous voyez, il y a des îlots de maisons. On voyait un peu Burlington tantôt, c'est un peu dans ce type-là. C'est des petites maisons. Euh, Avant, on appelait ça mini-maison, mais avec nos partenaires financiers, on a convenu que mini-maison, c'est en surface habitable, c'est moins de 700 pieds carrés. Et nous, dans ces projets-là, c'est comme un 3,5 avec le deuxième étage avec une mezzanine ou le deuxième étage fermé comme un grand 4,5. On est plus au-delà de 700 pieds carrés, un peu en bas de 1000 pieds carrés, là, 900 et quelques, là, pour quand le deuxième étage est fermé au complet. Ce que ça veut dire, c'est qu'en bas de 700 pieds carrés, des jardins ou d'autres institutions financières vont considérer ça comme un chalet, puis vont vous prêter sur une base d'un taux, plus un taux d'intérêt plus élevé que ce qu'on peut retrouver comme les taux hypothécaires. C'est ça qu'on veut trouver. Donc, dans ce cas-ci, 73, on a un bâtiment commun. Ils ont toutes la même dimension, mais chacun fait ses choix de fini. Mais on a un petit centre communautaire commun à tous, une piscine, jardin communautaire, une série de sentiers à travers toutes ces maisons-là, éventuellement beaucoup d'arbres et toute une zone protégée, la zone verte que vous voyez au-dessus, là, qui est le 6/10 là, du terrain. Donc, vraiment, on se crée un espace de vie très intéressant et où la culture d'entraide va se développer également. Puis dans le fond, ce projet-là, là, c'est un bon exemple. Vous voyez qu'il y a une mixité de plein de choses. Donc, c'est des bon, c'est des petites maisons maintenant. Donc, C'est pas grave. c'est un projet de petites maisons. C'est un projet intégré. On le voit un peu avec le plan, là, mais si je vous le pointe, là, les stationnements sont regroupés ensemble, ce qui fait qu'on a des beaux îlots là, où il n'y a pas de voitures qui traversent. Ça, c'est vraiment intéressant, entre autres, là, pour le climat familial, l'aspect sécurité aussi. Quand je sors de chez moi, là, j'ai pas besoin de traverser une rue ou une voie de circulation pour aller voir mon voisin. Il y a évidemment un partage des ressources, comme Guillaume le mentionnait, là, qui est encouragé avec ça. Puis, ben, il y a tout l'aspect abordabilité aussi. Là, c'est un modèle de coop de propriétaires. Puis, avec des petites maisons, ben, ça l'aide vraiment là, à diminuer les coûts. Partager le terrain aussi, même chose, ça diminue beaucoup les coûts là, d'acquisition de la propriété. Alors, maintenant, au niveau des autres normes physiques, je vous ai mis. Donc, en fait, il y a des choses qui sont importantes à considérer quand on planifie notre projet. Ça va être entre autres lié là, avec des exigences municipales, puis ça va varier un peu d'une municipalité à l'autre, mais je vous donne les grandes lignes. Il faut vérifier le nombre de stationnements qui est requis. La municipalité va demander un nombre de stationnements, fait qu'on peut pas là s'imaginer qu'on va faire un grand projet puis que parce que nous, on n'utilise pas de voiture, qu'on aura le droit de ne pas mettre de voiture, il va falloir prévoir des stationnements. Fait qu'il faut les planifier d'une manière ingénieuse là, pour justement que notre projet soit fluide puis pas se retrouver à dénaturer tout ça. Donc, emplacement des stationnements, très important. Accès aux véhicules d'urgence. Donc, dans un projet là, où est-ce que j'ai justement un projet intégré, que les bâtiments sont rassemblés, il faut quand même toujours planifier là, que si j'ai une maison qui prend feu au bout, faut que le camion de pompier soit capable de se rendre. Donc, dans la planification du projet, il faut penser à ça. Zone de retournement pour les mêmes raisons, les véhicules, les espaces de déneigement, c'est toutes des choses là, qui finissent par prendre la place sur les terrains. Des autopartages, donc ça aussi, c'est possible. Puis il y a des exemples là, qui se sont passés historiquement de communautés qui avaient défendu qui allaient faire de l'autopartage, puis qui ont discuté avec la municipalité là, pour justement justifier d'avoir un peu moins de stationnement parce qu'il y avait moins de besoins, puis il y allait avoir des voitures. Donc, c'est possible de discuter de ça avec la municipalité. Par contre, il va falloir des stationnements. Puis, les bornes de recharge aussi, là, donc c'est la même chose. Là, il faut prévoir d'avance des bornes de recharge électrique dans des projets là, de stationnement regroupés comme ça. Ensuite, oui, il faut juste que je fasse apparaître ma prochaine catégorie.
Voilà, désolée. Donc, la topographie des terrains, la MRC, là, ça va quand même, mais on a parfois des bonnes topographies. En général, au Québec, ça varie bien. Il faut vérifier, là, quand on choisit un terrain, le dénivelé maximal construisible. Les municipalités, là, ils ont des pentes maximales qui n'autoriseront pas de construction au-dessus de cette pente-là. Donc, malgré que ça fait une très belle vue, c'est à planifier dès le départ. Les murs de soutènement, souvent, qui peuvent être nécessaires là, pour ramener de la topographie. Il y a des municipalités qui vont permettre ou pas des fondations hors gel versus des fondations isolées. Donc, si pour une raison ou une autre, mon terrain me demande d'avoir des fondations qui sont au niveau du gel, donc qui doivent être isolées, il faut que j'aille vérifier avec ma municipalité si je veux pas faire de sous-sol, par exemple. Les pieux et pilotis peuvent être une solution. Parfois, ils sont autorisés par les municipalités, parfois, ils ne sont pas. Donc, il faut aller regarder ça. C'est toute l'information que vous pouvez aller trouver dans différents documents que je vais vous mentionner tantôt pour mieux comprendre votre terrain et les contraintes qui sont associées avant de le choisir. Puis, la présence de rocs qui va être limitante, mais qui a des avantages aussi sur un terrain. Donc, faut quand on visite le terrain, qu'on s'assure de ça, là, ça peut être avec un professionnel si vous n'avez pas les habilités ou avec un pic c'est aussi possible de le planter et de vérifier. Donc, les milieux humides et hydriques qui sont une catégorie quand même très importante là, au niveau du choix d'un terrain. Donc, au niveau des cours d'eau, il y a la protection des bandes riveraines. Souvent, dans notre MRC, là, elle se situe à 10 mètres. Donc, de 10 mètres de part et d'autre d'un cours d'eau, on ne peut rien faire. En fait, vous ne pouvez pas tondre, il faut laisser la végétation en place. Donc, on peut pas aller s'accoter. Ça se peut plus, ça, maintenant, au Québec. Et c'est pour des bonnes raisons, là, de protection d'endroits sensibles. Il y a des milieux humides qui sont protégés aussi, qu'on ne peut pas détruire. Donc, ça, dans la cartographie de la MRC, vous allez pouvoir les voir. Sinon, ailleurs, il faut faire un peu plus de recherche. Vous pouvez demander à l'inspecteur s'il y a des outils pour vous. Sinon, il faut faire appel à un arpenteur. Les zones inondables et autres contraintes naturelles. Donc, il faut vérifier s'il y a des zones inondables qui sont sur le terrain. Les zones inondables, on ne peut pas construire à même des zones de 0-20 ans. Donc, c'est des zones de grand courant. Il y a des zones de faible courant aussi qui existent, qui sont moins fréquentes, sur lesquelles il est parfois possible de construire, mais c'est pas vraiment recommandé de le faire, là, à moins qu'il y ait une raison là, existentielle. C'est vraiment pas idéal de construire sur des zones faible courant. Par contre, c'est possible de construire sur un terrain sur lequel il y a des zones inondables. Souvent, là, il va y avoir une partie du terrain qui, lui, ne sera pas inondable. Souvent, on va prendre des mesures de sécurité quand même supplémentaires. On sait que la zone inondable, elle est proche. Donc, différents moyens, là, entre autres au niveau de comment on fait les fondations. Tu sais, vous n'irez pas faire un sous-sol là, proche d'une zone inondable, ça ne sera pas une bonne idée. Donc, on peut, des professionnels peuvent vous guider là-dedans. S'il y a un terrain sur lequel il y a une zone qui n'est pas inondable, on peut le considérer. Puis, en fait, au niveau des zones inondables, là, à même le terrain, j'en parle parce qu'il y en a, entre autres, dans la MRC, là, la partie qui est inondable, c'est possible de l'utiliser, mais de manière assez limitée, là. On peut y faire des jardins communautaires, on peut mettre un verger, on peut faire des sentiers pédestres, on peut mettre un terrain gazonné pour que les enfants aillent jouer, parce que théoriquement, la majorité du temps, ce terrain-là, il n'est pas inondé, c'est pas un milieu humide. Par contre, on peut pas venir établir quelque chose, construire quelque chose par-dessus ça parce que ce serait dangereux que ce soit détruit. Il existe aussi des zones de mobilité et des cônes alluviaux. Donc ça, vous allez le voir aussi sur notre cartographie, mais dans le fond, dites-vous là, que si vous êtes dans ces deux catégories-là, ben en fait, il ne faut pas construire là. Zone de mobilité, là, c'est que c'est à fort risque d'érosion. Les cônes alluviaux, là, c'est une accumulation de sédiments, si je me rappelle bien. Là. Bref, on ne construit pas dans un cône alluvial. De toute façon, vous ne serez pas autorisé par la municipalité. Et vous pouvez aller les voir encore une fois sur notre cartographie. Donc, il existe, c'est ça, des méthodes de protection. Si vous êtes situé proche des zones à risque, c'est toujours mieux de prévoir puis de faire appel là, à de l'aide pour bien construire de manière durable. Mais c'est possible. Je vous montre un exemple là, de ce qui est possible de faire dans un terrain qui est plus difficile parce que c'est ça, on peut les considérer quand même, ces terrains-là.
Ici, là, c'est un projet qui a été construit à Saint-Féréol-des-Neiges. Donc, en fait, je vous le montre parce que c'est une maison qui est sur pilotis. Donc, on le voit, là, la maison, elle flotte dans les airs sur des poteaux. Ça peut être une méthode qui peut être intéressante, entre autres, là, si on a un terrain qui est très dénivelé ou un terrain, justement, qui a des milieux le plus sensibles ou plus à risque, mais construisibles en dessous. C'est une manière là, de se surélever du sol, de s'en dégager puis de s'en protéger un peu. Donc, c'est une méthode qui existe ici. On voit qu'elle est très, très surélevée, là, mais c'est possible de le faire là, parfois, par exemple, à 2 pieds au-dessus du niveau du sol. Donc, c'est un exemple de ce qui est possible, mais il y a plein de solutions qui peuvent exister. Ensuite, habitation insolite ou temporaire. Donc, je vous fais un topo là, sur les autres types d'habitations que celles qui sont les plus conventionnelles. Il existe des mini-maisons sur fondation ou des petites maisons sur fondation, dépendamment de votre institution. Donc, ça, en fait, c'est vraiment considéré comme un immeuble, c'est considéré comme une maison. Ça va prendre de la valeur à travers le temps. Puis, c'est assez permanent. Il y a de plus en plus de municipalités qui vont accepter là, les petites ou les mini-maisons sur fondation, puis qui vont les considérer vraiment là, comme des maisons plus typiques. Ensuite, il existe les mini-maisons sur roue. Les mini-maisons sur roue, elles sont par définition mobiles. Donc, c'est aussi un peu la même catégorie que les maisons mobiles. C'est juste que quand on dit maison mobile, on n'a pas nécessairement la même image en tête. Mini-maison sur roue, ça peut être très bien aménagé, ça peut être très bien vécu. Puis, ça permet une certaine flexibilité. Je vais tout de suite là, afficher la slide réglementation, mais entre autres, là, il y a un grand enjeu, puis j'imagine qu'il y a des gens dans la salle, en fait, je sais qu'il y a des gens dans la salle parmi vous ce soir qui ont envie, par exemple, de démarrer un projet agricole sur des zones vertes, des enjeux là, avec la CPTAQ, qui est la Commission de protection des territoires agricoles du Québec, qui vient normer un peu les territoires agricoles. Eux vont pas autoriser la construction d'une maison tant qu'un producteur n'est pas capable de vivre de sa terre sur laquelle il veut construire. Ça devient donc très difficile pour les citoyens, pour les gens qui sont intéressés à créer un projet, de venir créer un nouveau projet parce que pour habiter la terre, il faut que tu tires tes revenus, mais pour tirer tes revenus, idéalement, il ne faut pas que tu sois trop loin de ta terre. J'ai déjà discuté avec la CPTAQ, puis eux sont ouverts à des solutions comme des mini-maisons sur roue. En fait, il faut demander un préavis, mais eux vont considérer ça comme quelque chose de mobile, de non permanent. Ils peuvent autoriser un permis pour faire un puits, une fosse, un champ pour les eaux usées, pour avoir de l'eau, connecter une mini-maison sur roue, puis à ce moment-là, quand un propriétaire agricole va générer assez de revenus de sa terre, ils vont pouvoir autoriser une maison permanente. Donc, à ce moment-là, là, pour des projets comme ça, je peux vous appuyer un peu. C'est vraiment des démarches et des négociations qui doivent être faites avec la municipalité. Expliquer un peu l'idée derrière la démarche, les contraintes auxquelles vous faites face, puis l'idée de cette solution-là. On travaille là, à essayer d'encadrer et de trouver une façon que cette pratique-là soit viable avec mon collègue en agriculture et mes différents collègues, mais c'est une possibilité. Peut-être juste, ensuite, excuse-moi Valérie, il y aura quand même un enjeu au-delà des réglementations aussi pour le financement, parce que même si on se dit que ça devrait coûter moins cher, il y a des coûts associés à ça. Et s'il faut emprunter, ben là, avec les partenaires financiers, tout ce qui est pas sur fondation actuellement, et souvent c'est un non, ou c'est un prêt comme si vous empruntiez pour acheter une auto. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux de taux, là. Exactement, c'est vraiment un bon point. Une mini-maison sur roue, c'est vraiment considéré au même niveau légal qu'un automobile. Ça va aussi déprécier avec le temps, là, selon les études que j'ai lues, contrairement à une mini-maison sur fondation qui va augmenter de valeur avec le temps. Donc, c'est un point important. Mais c'est ça, souvent là, au niveau agricole, on est très, très limité dans les solutions. On va en parler tantôt, vous allez voir. Excuse-moi, puis un petit ajout. Sur fondation, ça peut être fondation creusée ou fondation sur dalle, c'est-à-dire donc c'est une dalle en surface qui peut être chauffée aussi, là. Donc,
on est rendu avec des technologies, puis une façon d'isoler ça et de chauffer la dalle, ou après ça, comme on est dans la petite maison, le coût de chauffage est vraiment ridiculement bas après ça. Oui. Puis en fait, au niveau là, des derniers modèles, là, que ce soit des yurts, tipis, tous les modèles là, vraiment plus insolites, souvent les municipalités vont considérer ça comme de l'hébergement. Donc vraiment là, comme de la villégiature ou de l'hébergement temporaire. C'est hautement réglementé, là, ces types d'habitations-là par les municipalités. Donc là, c'est vraiment des démarches plus poussées et plus difficiles pour venir à terme avec des projets comme ça. Vous allez avoir beaucoup plus de freins dans des projets comme ça que des projets, par exemple, de mini-maisons sur fondation. Donc, je vous ai mis un exemple ici, c'est le complexe de l'Érablière. Ce projet-là est intéressant parce que c'est vraiment un projet qui vient mélanger les différents types d'habitations. Donc, c'est intéressant au niveau réglementaire là, pour aller voir de quelle façon c'est bâti. Puis aussi, c'est ça un exemple de communauté. Donc, en fait, ce projet-là là, comporte des résidences standards, des chalets typiques. Il comporte des mini-maisons sur fondation et des mini-maisons sur roues. Donc, tu vas vraiment aller chercher là, un niveau large d'habitation que je qualifierais d'unifamilial ou de une seule bulle par habitation, mais un large type d'habitation en bulle. Donc, ce projet-là, il est situé, c'est ça, au Québec, puis il va permettre, entre autres, là, tu sais, un exemple sur roue, puis pour faire du chemin, c'est ce que Guillaume mentionnait tantôt, eux vont vendre des terrains pour une mini-maison sur roue autour de 30 000 La mini-maison sur roue, clé en main, va coûter environ 90 000 là, où ça va marcher, c'est un exemple que je vous donne. Puis, fosse et champ, on peut prévoir un 40 000 ce qui fait une maison habitable neuve pour 160 000 clé en main. Par contre, comme Guillaume disait, ce 160 000 $-là, au niveau financier, va être considéré comme un véhicule. Donc, plus difficile à financer, mais pour quelqu'un qui a déjà les fonds, par exemple, les gens qui vendent une maison puis qui peuvent eux-mêmes se le payer, ben c'est vraiment là, au niveau de l'abordabilité, pour une construction neuve dans sa propre bulle, assez imbattable.